La gauche s'est toujours revendiquée des Lumières pour ce qu'elles ont porté, le progressisme, l'universalisme, les droits de l'homme. Mais dès le début du 19e siècle, de vives critiques se sont développées contre les principes des Lumières. Et aujourd'hui encore, ces critiques sont de plus en plus vives au sein même de la gauche. Et donc il était intéressant pour nous de réfléchir à cette relation entre la gauche et les Lumières. Elle est philosophe des idées, chargée de recherche au CNRS. Elle est spécialiste et de la gauche et des Lumières. Elle a publié il y a 3 ans maintenant un livre, La gauche contre les Lumières, en 2020 donc. Le Média des idées est très heureux d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire à ceux qui nous regardent, à celles et ceux qui nous regardent, que cette invitation, vous l'avez acceptée sans hésitation, mais avec, disons-le, un certain étonnement. Vous étiez à la fois surprise que les socialistes de 2023 aient envie de débattre avec vous, et vous étiez peut-être plus étonné encore que des socialistes puissent être d'accord avec ce que vous écrivez. Vous pensiez franchement que les socialistes de 2023 avaient éteint les Lumières ? Alors, je ne remets pas en cause les convictions personnelles des socialistes et je ne doute pas que nombreux soient ceux qui, parmi vous, soient attachés aux Lumières, mais j'étais surprise à cause de votre alliance étroite avec la France Insoumise depuis, au moins depuis 2022 et par le fait que sur des sujets, sur la question, on va en parler, de l'universalisme, du progressisme, du rationalisme, vous n'avez pas pris vos distances, en tout cas pas à mes yeux de façon claire, par rapport à ces prises de position de la France Insoumise. D'où mon étonnement. Alors, on va reprendre depuis le début, puisque en essayant de suivre le cheminement de votre ouvrage, paru en 2020, La gauche contre les Lumières, point d'interrogation. Et justement, on va nous s'interroger aussi avec vous. La raison, le progrès, l'universalité, l'universalisme, c'est selon vous des notions qui ont été remises en cause par une partie de la gauche. Vous venez même de la nommer très précisément. Vous décrivez d'abord une gauche qui bascule dans l'irrationalité et qui oublie la primauté de la science. On imagine que vous pensez notamment à des sujets aussi d'actualité. On a vu cette gauche, ou pas, contre le Covid, enfin en tout cas méfiante vis-à-vis de la science à ce moment-là, pendant l'épidémie, cette gauche devenue anti-vax. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette gauche-là, même si vous avez commencé à la nommer peut-être de manière un peu globale, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette gauche-là, et quelle est cette gauche-là ? Alors, dans mon livre, je rentre pas dans les débats politiciens de ces 2 dernières années, d'autant qu'il date de 2020, le livre. Ce que j'essaye de faire, c'est une généalogie plus théorique et philosophique, d'ailleurs, que politique, de ces courants, de ces tendances anti-rationalistes, anti-progressistes et anti-universalistes de la gauche. Donc, je passe par des filiations philosophiques, des argumentaires philosophiques. Mais je dois dire que, à ma grande tristesse, les tendances que je décelais en 2020 dans une partie de la gauche qui était relativement souterraine sont devenues maintenant beaucoup plus affirmées et se retrouvent dans la bouche, alors sous forme de déclaration, dans la bouche de représentants des Verts, de la France Insoumise, pour ne pas les nommer. Vous évoquez aussi dans le livre la question du progressisme. Alors bien sûr, dans l'histoire, le progressisme et le progrès, surtout technique, économique, ont toujours été portés à gauche, notamment parce qu'ils pouvaient apporter le progrès social. Mais on a quand même le sentiment que depuis quelque temps, le progrès est vu de manière moins univoque, un peu plus complexe. Aujourd'hui, notamment à cause de ce qu'il porte aussi comme facteur un peu contre l'environnement, contre la préservation des ressources. Bref, aujourd'hui, la relation entre la gauche et le progrès a l'air un peu plus compliquée. Est-ce que ça a déjà été le cas dans l'histoire? Et quelle est l'histoire entre la gauche et le progrès? Alors, moi, ce que je rappelle dans le livre, même si l'aspect historique n'est pas trop développé, il est plus développé dans Les Lumières de la gauche, qui est le livre que j'ai sorti plus tard, mais qui chronologiquement vient avant, si vous me suivez. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, on a
alors il y a un spécialiste du XVIIIe siècle qui choisit de l'appeler un méliorisme plutôt qu'un progressisme, c'est-à-dire au fond une confiance dans les capacités humaines, les capacités individuelles et collectives à progresser sur un certain nombre de terrains. Au XVIIIe siècle, on parle des progrès au pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le progrès comme une espèce de chemin unique que toute l'humanité devrait suivre pas à pas de façon uniforme et au même rythme. On a les progrès moraux, les progrès du commerce, les progrès dans la sociabilité, les progrès scientifiques, voilà. Et la question, c'est de savoir comment ces progrès peuvent se nourrir les uns des autres. Et l'encyclopédie, donc, qui est vraiment, disons, l'emblème des Lumières du XVIIIe, c'est vraiment directement l'expression de cette confiance. On va compiler toutes les connaissances d'une époque dans tous les domaines dans un seul ouvrage collectif qu'on va diffuser le plus largement possible, confiant qu'on est dans les capacités de l'humanité à apprendre et en apprenant à s'améliorer individuellement et collectivement. C'est cet esprit-là, c'est ce méliorisme des Lumières que la gauche, enfin qui fait naître la gauche en fait, puisque c'est celui-là qui se retrouve aussi au moment de la Révolution française dans cette espèce de grand espoir collectif dans l'amélioration de la société, dans l'avènement des droits de l'homme, etc. C'est de cet élan collectif que sont nés les différents courants de la gauche, les socialistes, les communistes, les anarchistes. C'est ce que j'essaye de rappeler. Et ces socialistes, ces communistes, ces anarchistes, eh bien, ils sont les héritiers de ce méliorisme. Et au XIXe siècle, personne ne remet en cause cette confiance dans le fait que l'humanité, par ses capacités rationnelles, par ses moyens, les moyens intellectuels qu'elle a d'accroître ses connaissances sur le monde et sur elle-même, sur l'homme, eh bien, elle peut progresser. La science produit la révolution industrielle. La révolution industrielle, même si c'est l'exploitation et c'est la misère pour un grand nombre d'individus, les socialistes sont confiants dans ses capacités à apporter aussi une certaine abondance matérielle. Donc évidemment, voilà, donc la gauche, elle se construit au XIXe siècle sur cette confiance et sur, elle fait fond sur ce progrès-là, ce progrès dans tous les domaines, pour imaginer un avenir meilleur. Alors effectivement, aujourd'hui, on est confronté à des limites qui sont celles des matières premières, des ressources, les limites, comment dire, ce que la nature peut encaisser de ce qu'on lui fait subir en quelque sorte. Et donc on est amené à s'interroger sur comment réorienter la production, comment orienter le progrès pour faire en sorte que l'environnement naturel ne soit pas complètement détruit et que l'humanité puisse continuer malgré tout à avoir ses besoins satisfaits. Mais il y a un monde entre se dire que oui, on ne peut plus être productiviste et progressiste comme on l'était parfois un peu naïvement au XIXe siècle, et dire que c'est le progrès en tant que tel, le progrès avec un grand P, qui doit être remis en cause radicalement. Le dernier et le troisième grand pilier de votre ouvrage, c'est sur la question de l'universalisme. Et effectivement, l'universalisme, ça fait partie de l'héritage de la culture de la gauche. Et aujourd'hui, c'est parmi les trois grands domaines que l'on évoque aujourd'hui, c'est probablement celui qui est le plus débattu, j'allais dire le plus aussi combattu. À quoi vous attribuez le fait qu'aujourd'hui à gauche, la question de l'universalisme soit à ce point un sujet difficile à débattre et conflictuel ? Alors il y a vraiment, c'est une grosse question, il y a beaucoup de raisons à ça. Je voudrais quand même rappeler que cet universalisme des droits de l'homme, des droits de l'homme et voilà, de l'émancipation des peuples, ça a été l'idéologie majeure qui a servi de levier aux combattants de l'indépendance, des indépendances, de l'anticolonialisme, de l'anti-esclavagisme au long des 19e siècle et 20e siècle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'universalisme des droits de l'homme, il aurait fallu l'inventer pour se libérer de la tutelle esclavagiste et coloniale. De Toussaint Louverture à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, jusqu'à Ho Chi Minh, à Nehru, à peu près, grande majorité des leaders des indépendances, tous ont puisé dans ce fond, non pas pour le critiquer comme étant un produit de l'Occident et donc quelque chose de toxique, mais au contraire pour l'opposer aux colonisateurs, pour les mettre au pied du mur, devant leurs contradictions, et leur montrer qu'au fond, eux, en tant que combattants des indépendances et de l'anticolonialisme, ils incarnaient mieux l'universalisme que les colonisateurs et que les grandes puissances colonisatrices. Donc c'est une idéologie de l'émancipation, depuis 1789 jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et il a fallu toute une série de facteurs qui sont à la fois des facteurs politiques. En fait, la critique, elle est d'abord, paradoxalement, elle est d'abord venue d'une partie des philosophes occidentaux.
qui trouvaient que la gauche, notamment en France, n'allait pas assez loin dans l'anticolonialisme. Il y a eu, enfin, il ne faut pas se leurrer, les discussions dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est aussi un héritage des erreurs et des retards de la gauche. Le Parti socialiste, le Parti communiste, dans les années 50-60, n'ont pas été en pointe du combat anticolonial, notamment pendant la guerre d'Algérie. Et ça a créé... ça a fait scandale, ça a créé des impatiences, du rejet. Et c'est en partie de cette situation-là que sont nées les critiques radicales de l'universalisme. C'est d'abord un produit, c'est la French Theory des penseurs français, de Foucault, de Derrida, d'un certain nombre de penseurs qui sont d'abord des occidentaux, paradoxalement, qui ont ensuite après été repris par des philosophes non occidentaux. Mais tout ça pour dire que là aussi, il y a une espèce de radicalisation qui, moi, me paraît illégitime. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'universalisme n'a pas été toujours respecté, parce que les principes n'ont pas toujours été appliqués, qu'il faut remettre en cause les principes, en fait. C'est un peu l'objet de mon livre. Alors, quand vous êtes arrivé, nous sommes ici au siège du Parti socialiste, et vous avez pu voir un très beau buste de Jean Jaurès. Or, Jean Jaurès est très présent dans votre œuvre, pas seulement dans ce livre, mais dans les travaux de manière générale que vous avez pu mener. Vous plaidez même pour qu'on en revienne à Jaurès un siècle après. Pourquoi ? Parce que Jaurès me semble, disons, il a une trajectoire qui est inspirante, on va dire, pour la gauche aujourd'hui. Jaurès, c'est pas quelqu'un, au tout départ, il n'est pas anticolonialiste. Au moment où l'affaire Dreyfus éclate, il n'est pas forcément, spontanément porté à voler au secours du capitaine Dreyfus. Et en fait, il est guidé par son attachement à l'héritage des Lumières, à l'héritage de la Révolution française, à évoluer dans le sens d'un universalisme conséquent. Il va finalement se porter au secours de Dreyfus. Il va finalement être amené à remettre en cause la colonisation, notamment les méfaits des Français au Maroc à l'Assemblée. Voilà, donc il va progresser dans le sens de l'universalisme. Et moi, je pense que, bien sûr qu'il faut avoir un regard critique sur l'histoire de la gauche. On doit progresser. On doit, beaucoup plus que dans peut-être les décennies qui se sont écoulées, prendre en compte les nécessités du combat antiraciste, les nécessités du combat féministe, les nécessités du combat anticlérical et laïque aussi, qu'on oublie vraiment beaucoup en ce moment. Mais justement en étant fidèle aux principes et en cherchant à les actualiser et à les implémenter dans la réalité. Alors que je pense que c'est l'autre grand aspect du livre, c'est de montrer que si on remet en cause radicalement les principes, en fait on tombe dans un argumentaire conservateur. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer à propos d'un philosophe comme Foucault ou d'argumentaires qu'on trouve aujourd'hui contre l'universalisme. C'est-à-dire que si on décrète que l'universalisme ou que la raison, c'est un truc de blanc ou c'est un truc de mâle blanc, comme on entend, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui sont opprimés, les femmes, les non-blancs, les exploités, etc., ils sont du côté de l'irrationnel, ils sont du côté du sentiment, ils sont du côté de la religiosité. Et en fait, on reconduit très exactement les clichés de l'époque coloniale. Effectivement, l'Occident mâle, dominateur, rationnel, progressiste, scientifique et tout ce qu'on veut, face à un Orient féminin, irrationnel. Donc on ne sort pas du tout de l'opposition, on passe juste du côté de la pensée conservatrice. Et donc on abandonne finalement toute possibilité de réel progrès qui passe, à mon avis, par l'égalité, l'universalité des droits pour tous et toutes. Merci. Alors, merci pour cette première séquence avec Sarah, et nous allons accueillir dans la deuxième partie de cette émission un mâle blanc qu'on vous présente tout de suite. Pierre-Yves Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité pour dialoguer avec Stéphanie Rosa. Vous êtes un ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée. Vous êtes aujourd'hui directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et si on vous a invité, c'est que vous êtes aussi un spécialiste de ces questions, un spécialiste des questions liées aux discriminations, liées à l'histoire du colonialisme. Et donc, on a souhaité que vous puissiez poser 3 questions en les développant, évidemment, à Stéphanie Rosa. C'est parti.
Bien, bonjour Stéphanie. Bonjour. Je voulais vous dire que j'avais trouvé vos travaux très intéressants parce qu'ils nous ramènent à l'origine, en fait, à l'origine de nos valeurs, à grande zéro de la création, de l'universalisme, de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Puis vous nous montrez aussi que dans ce moment de fondation, il y a eu des chemins différents, il y a eu des tentatives qui ont été avortées, puis qui ont pu être fécondes par la suite. Et puis il y a aussi des évidences qu'on ne considère plus et que vous critiquez. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui a été beaucoup utilisé ces dernières années et qui renvoie à des problématiques d'aujourd'hui, c'est celui des Lumières et de l'esclavage. Parce qu'au moment où les Lumières arrivent à leur apogée, au moment où la Révolution française transforme des idées en textes de loi, en textes fondamentaux, c'est aussi l'apogée de l'esclavage français, c'est-à-dire de la première période du colonialisme, parce que cet esclavage était un mécanisme économique au service d'un projet colonial. Et donc je voulais vous interroger sur ce paradoxe qui fait qu'on a eu des hommes, et parfois c'était les mêmes, qui étaient à la fois des hommes des Lumières, même certaines femmes des Lumières, qui ont pu proclamer avec enthousiasme les droits de l'homme, qui ont été des révolutionnaires, et certains étaient aussi des défenseurs de l'esclavage. Et au nom de ce paradoxe, d'autres aujourd'hui critiquent les Lumières, sont prêts à les considérer comme une création de l'Occident, une escroquerie. Donc Stéphanie Rosa, est-ce que les Lumières sont blanches et est-ce que la Révolution française a oublié les esclaves ? Écoutez, il faudrait que vous me citiez les hommes des Lumières qui ont défendu l'esclavage au nom des Lumières. Enfin, je ne vois pas de qui vous parlez, en fait. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr, que les Lumières françaises, notamment, se développent dans un contexte où il y a une colonisation française. De là à dire qu'il y a un lien de l'une à l'autre, c'est un pas qui est parfois franchi, qui est justifié. Enfin, moi, il faut qu'on m'explique le lien, parce que je ne le vois pas. Au contraire, l'époque des Lumières, c'est le moment, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'une civilisation, en l'occurrence, notamment dans la France des Lumières, connaît un mouvement collectif de critique de son propre ethnocentrisme, de ses propres pratiques, notamment d'esclavage, de ses propres pratiques de colonisation. Donc évidemment, ce mouvement, il n'est pas d'un bloc, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un coup de sociétés ethnocentrées. Toutes les sociétés humaines étaient ethnocentrées à l'époque, pas seulement la société européenne, enfin la civilisation européenne. On ne passe pas d'un bloc d'une situation comme ça à une situation où tout le monde est antiraciste et droit de l'homiste et je ne sais quoi. Évidemment, c'est une sortie qui est partielle, il y a des contradictions, il y a des débats, etc. Maintenant, là aussi, je suis un peu surprise quand même par votre façon de présenter les choses, parce qu'au moment de la Révolution française, oui, d'accord, au moment où on proclame les droits de l'homme en 1789, le 26 août, il y a tout un tas de représentants de l'Assemblée constituante qui ne sont pas prêts à abolir l'esclavage, mais il y a déjà la Société des Amis des Noirs, il y a déjà du militantisme en faveur de l'abolition. Ça va déclencher la révolte des esclaves de Saint-Domingue au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire que si les droits de l'homme n'avaient pas été proclamés, il n'y aurait peut-être pas eu l'insurrection anti-esclavagiste. Et de fil en aiguille, les députés vont être à moitié convaincus, à moitié contraints, mais bien sûr, il faut des luttes, moi je ne dis pas le contraire, à abolir l'esclavage sous la Convention nationale en février 1794. Donc, voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place, il me semble. Oui, et j'ai un peu provoqué cette réponse, mais elle est très importante. Elle est très importante parce que ce qu'elle montre, c'est que cette dynamique de l'abolition de l'esclavage, qui est, quand on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, une des décisions les plus fondamentales de la Révolution française. Dans le moment où elle intervient, c'est juste inouï que dans une puissance coloniale, on affirme non seulement l'abolition de l'esclavage, mais la citoyenneté des hommes noirs qui vont être élus. On va avoir les premiers députés noirs en France. Et comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est arrivé dans une dialectique entre une assemblée nourrie des Lumières, et à l'intérieur de l'assemblée, vous me demandiez qui défendait l'esclavage et les Lumières. Les colons étaient des hommes des Lumières qui avaient lu l'encyclopédie, qui s'en revendiquaient. Il y avait des Jacobins. Le leader de l'Assemblée nationale en 1790-1791, c'est un Jacobin qui s'appelait Barnave, qui était entièrement dans la main du parti colonial. Et au milieu,
il y avait, vous en avez parlé, la Société des Ennemis des Noirs, et au milieu, il y avait ce qu'on appelait le Marais, qui ne s'est pas mobilisé pour abolir l'esclavage. Et comment l'esclavage a été aboli au nom de ces valeurs ? C'est quand les personnes directement concernées, pour prendre un terme d'aujourd'hui, se sont révoltées, ont pris leur destin en main. Et cette dynamique-là, c'est la dynamique de toutes les luttes. C'est la dynamique du mouvement des femmes, où il y a eu des lois d'avant-garde. C'est des hommes qui ont libéralisé la contraception, mais quand il a fallu libéraliser l'avortement, entre les deux, il y a eu le mouvement des femmes. Et à la fin, il y a eu une loi. Aux États-Unis, dans le mouvement des droits civiques, il y a eu la décision de déségréguer les écoles, mais elle n'a rien fait en elle-même. Il a fallu le mouvement de Martin Luther King et l'État fédéral pour que ça se fasse. Et c'est cette dialectique-là que je trouve intéressant dans le mouvement de la Révolution française, parce que ça nous montre une Révolution française et ça nous montre des lumières qui sont imparfaites, comme toutes les idées, et ça nous montre comment faire marcher le progrès, et on le fait marcher avec des lois, et on le fait marcher avec des luttes. Et ça, je trouve que c'est un message qui est très intéressant pour aujourd'hui. Alors, on va peut-être pas... il serait content d'ailleurs, Barnave, que en 2023, on parle de lui au Parti socialiste. Mais on va peut-être aller sur la deuxième question. Alors, la deuxième question que j'avais envie de vous dire, ça fait partie aussi de ces discours de disqualification des Lumières qu'on entend et sur lesquels on est parfois perplexe pour savoir comment y répondre. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, on n'est plus là, ni dans la Révolution française, ni dans les nobles qui avaient des plantations à Saint-Domingue. Des républicains sincères ont utilisé le discours universel des Lumières pour le mettre au service d'un projet impérialiste colonial. Jules Ferry, au nom de la mission civilisatrice, va dire les races supérieures, parce qu'entre-temps les savants ont conceptualisé cette notion, ont des devoirs à l'égard des races inférieures. Ce système a justifié et a permis l'expansion coloniale française et a été enseigné dans les écoles de France entre les années 1880 et au moins les années 1950. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la décolonisation, l'UNESCO a balayé ces idées et a balayé le racisme, l'a disqualifié. La France s'est elle-même engagée là-dedans. Il y a des lois maintenant qui interdisent le racisme. Et pourtant, quand on considère notre passé colonial aujourd'hui, tout de suite, il y a des gens que ça crispe. Tout de suite, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais il ne faut pas de repentance ». Et quand on réfléchit à ce que ça veut dire, et ces gens-là, parfois, ils sont à gauche. Ils nous disent « ça va diviser le pays », ils nous disent « on n'a pas besoin de ça ». Est-ce que vous pensez que, comme certains, la France est menacée par une espèce de névrose mémorielle? Est-ce que vous pensez qu'on parle trop de la colonisation? Est-ce que vous pensez qu'on est menacé par la repentance? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en première partie d'intervention, quand vous avez dit « oui, on a colonisé au nom des Lumières ». C'est vrai que pour la France, dans une période très courte, qui est le moment de la Troisième République, il y a une idée qui est très répandue dans les études postcoloniales, qui est les Lumières ont justifié la colonisation. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamais eu besoin des Lumières pour coloniser. L'Angleterre n'a jamais eu besoin des Lumières pour coloniser. L'Italie n'a jamais eu besoin des Lumières pour coloniser. En réalité, le mouvement de colonisation, soyons un peu matérialistes, il répond à des objectifs socio-économiques qui peuvent se saisir en fonction des contextes de tel ou tel joujou idéologique pour se justifier. Mais la colonisation, elle n'est pas due aux Lumières. Enfin, ça, c'est vraiment c'est une grossière simplification historique et c'est une manière idéaliste de concevoir les choses comme si c'était les idées qui menaient le monde et que c'était parce que les Occidentaux étaient armés d'un sentiment de supériorité qu'ils seraient allés coloniser. Mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que bien sûr, pour faire progresser les Lumières dans la réalité sociale et historique, il faut des luttes des opprimés. Mais alors là, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est avec quelles idées les luttes des opprimés peuvent être les plus efficaces? Moi, je pense qu'on est le plus efficace quand justement on se saisit de l'universalisme. Parce que peuvent réclamer les opprimés de légitime, sinon l'égalité des droits? Et sur quoi peut-on s'appuyer pour réclamer l'égalité des droits, sinon sur l'universalisme de la condition humaine et des prérogatives humaines fondamentales? Voilà, donc pour moi,
il n'y a pas de meilleure arme pour convaincre le monde de la légitimité de son combat que l'universalisme des droits. Voilà, donc ça c'était voilà. Après, sur la question de savoir si on parle trop de la colonisation, non, moi je pense pas. Je pense qu'on a progressé, à mon avis, ces 20 dernières années, sur la reconnaissance de l'esclavage, sur la reconnaissance du massacre d'octobre 61 à Paris. On a fait un travail, et je pense que ça va dans le bon sens. Et il est temps, justement, d'avoir un rapport plus objectif à notre passé colonial, de dire qu'effectivement, bien sûr, là, il y a eu une compromission de la République avec la colonisation. La gauche, elle doit bien sûr réexaminer son histoire à la lumière des difficultés qu'elle a eues à endosser le combat anti-esclavagiste et anti-colonialiste. Maintenant, il faut quand même aussi dire que dans le mouvement socialiste et communiste, depuis le 19e siècle, il y a des gens qui luttent pour faire valoir les revendications anticoloniales, que ça a été une des premières revendications de l'internationale communiste après la Révolution russe, de faire que les partis communistes, y compris des pays occidentaux, mènent une lutte anticoloniale sans compromis, et que dans un certain nombre de pays, le combat anticolonial il est venu de la gauche, et il est venu de gens qui se réclamaient de la gauche. Voilà, donc il faut avoir, à mon avis, un point de vue global et équilibré sur ce sujet-là. Pierre-Yves, un dernier élément, je crois que tu souhaitais aborder. Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous dites. On cherche effectivement des références pour asseoir un discours antiraciste et pour asseoir un discours postcolonial qui ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et ce qui me frappe, c'est que les réponses aux questions qu'on se pose, la capacité à trouver cet universel qui ne soit pas un universel abstrait, elle existe dans l'espace français et elle existe notamment chez les penseurs qui ont vécu l'oppression coloniale dans ce qu'on a appelé les vieilles colonies, qui sont devenues les départements d'outre-mer en 1946. Il y a énormément de penseurs et d'hommes politiques, je pense à Aimé Césaire, je pense à Frantz Fanon d'une autre manière, Marie Scondé et Édouard Glissant, qui nous apportent des réponses qui nous permettent de penser le progrès et qui nous permettent de sortir, et c'est là où j'en viens à ma troisième interrogation, qui nous permettent de sortir des faux débats. Et quand on pense la question du racisme, il y a deux choses à dire par rapport à la situation d'aujourd'hui. Le premier, c'est que les discours racistes progressent. Alors je ne suis pas absolument certain qu'ils progressent dans la société, mais par contre ils progressent dans la sphère médiatique et dans la sphère politique, notamment grâce à certains médias dont vous avez parlé, je crois, dans une autre émission. Et face à ça, l'expérience du racisme et l'expérience de la discrimination est faite par des millions de personnes qui, en raison de leur origine, de peau, en raison du nom qu'elles portent, ne peuvent pas accéder au logement, ne peuvent pas accéder à l'emploi, sont contrôlées 3 fois par jour alors que leurs amis ne le sont jamais. Et face à ça, on est dans un univers médiatique dont le récit est maîtrisé par l'extrême droite, avec des mots et des concepts qui sont ceux de l'extrême droite nationaliste et raciste, grand remplacement, préférence nationale, vrai français, et avec des épouvantails qu'on nous agite et qui font qu'on se concentre sur ces épouvantails plutôt que de se concentrer sur le fond. Je pense au fameux wokisme qui excite beaucoup les médias, qu'on ne voit pas beaucoup dans la rue, on les voit peut-être dans les conférences, dans les salles de conférences des universités. Et en même temps, à s'exciter sur ces questions-là, on a l'impression que pour reconquérir les électorats populaires qui ont été perdus par la gauche pour l'extrême droite, la seule voie possible, ça serait d'embrasser le discours d'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fatalité à ce que, en quelque sorte, la xénophobie, ça soit un mal nécessaire pour reconquérir les classes populaires ? Vous pensez bien que non, hein. Évidemment que non. De toute façon, je pense que la gauche, elle doit reconquérir les classes populaires, mais encore une fois, c'est un combat qui ne peut se gagner que sur la base de l'égalité et à mon avis de l'héritage des Lumières qui est en réalité notre socle et notre justification ultime en fait. C'est-à-dire que il faut refaire peuple. Et ça n'est possible que sur la base de combats partagés. Donc ce qui est sûr, c'est que moi je pense que la gauche, elle doit mettre en avant et elle doit non pas prioriser, parce que la lutte contre les discriminations raciales n'est pas moins légitime que la lutte pour l'égalité sociale. Donc il ne s'agit pas de priorité
absolue. Mais par contre, d'un point de vue stratégique, je pense qu'elle doit remettre sur le devant de la scène et insister sur ce qui rassemble les classes populaires, indépendamment de leurs différences de peau, de religion, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment des débats qu'on a un peu laissés tomber, dont on devrait se ressaisir plus fortement, notamment la question de l'éducation. Refaire une école qui donne vraiment leur chance à tous, mais tout en étant exigeante, pas sur la base d'un nivellement par le bas, redonner le droit à la santé, relever nos services publics qui sont en état de déliquescence terrifiante, en fait, tous les uns et les autres. Je pense que c'est vraiment des combats qu'il faut absolument prioriser et sur lesquels on doit obtenir des résultats. Et ça passera par des luttes sociales, ça c'est certain. Donc moi je vois quand même que pendant le débat, la lutte contre la réforme des retraites, finalement on a d'une certaine manière, on a remis l'église au milieu du village, pour utiliser une expression peut-être un peu malheureuse, mais on a recentré sur des vraies questions qui concernent tout le monde, qui ont d'ailleurs mobilisé des classes populaires qu'on ne voyait plus en manif depuis des années et des années. Je pense qu'il faut se recentrer sur ce qui est le cœur de nos combats communs. C'est la fin de cette deuxième séquence. Stéphanie Rosa, Pierre-Yves Bocquet, merci beaucoup pour cet échange. Et nous nous retrouvons dans un instant pour échanger avec Olivier Faure. Bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Stéphanie Rosa, nous accueillons, il n'était pas très loin, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avec lequel vous allez débattre pendant une dizaine de minutes. Mais comme Olivier a assisté depuis le début de cette émission à la fois à notre première partie, mais aussi au débat que vous venez d'avoir avec Pierre-Yves Bocquet, il a peut-être probablement déjà des points sur lesquels il souhaite rebondir. Oui, et d'abord, vous remercier d'être là, vous remercier pour ce que vous avez écrit. Moi, j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir il y a quelques années. Mais j'ai évidemment aussi des points de désaccord sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, ce n'est pas un point de désaccord, mais un point pour resituer le débat. En fait, évidemment, vous êtes une spécialiste de la gauche et des Lumières, et donc vous écrivez sur la gauche et les Lumières. Tout ça est assez logique. Mais la réalité, c'est que les principaux artisans aujourd'hui de la destruction de la pensée des Lumières ne sont pas à gauche. Ils sont à droite et à l'extrême droite. Je reprends un article du Monde que j'ai récupéré qui reprend des citations de Marion Maréchal, de Patrick Buisson, de Michel Houellebecq ou encore de Laurent Wauquiez. Et tous sont avec, je pourrais les lire, je ne vais pas prendre de temps là-dessus, mais enfin, tous ont la même vision. Ils pensent que la France est aveuglée par la religion des Lumières. Ils pensent que l'émancipation de l'individu, pensée par les Lumières, autrement dit la capacité à transcender sa condition sociale ou familiale, est devenue une sorte d'intégrisme. Tous ceux qui se battent aujourd'hui contre les Lumières sont principalement de ce côté-là de l'hémicycle et pas comme on pourrait sembler le croire à vous écouter, avec des dangereux gauchistes qui seraient revenus à l'assaut et qui seraient là pour détruire en fait la pensée des Lumières. La réalité, c'est que le débat, il existe, et vous le resituez d'ailleurs vous-même très bien dans votre livre, ou plus exactement, en fait, vous dites la chose suivante. Vous dites réaliser ou au contraire déconstruire les promesses des Lumières, tel semble être le dilemme pour les gauches, un dilemme loin d'être résolu si on en juge d'après l'état du débat contemporain. Réaliser ou déconstruire. Réaliser, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la promesse républicaine, et malheureusement, c'est parce qu'elle n'est pas tenue qu'il y a aussi aujourd'hui des gens qui peuvent se lever contre elle et expliquer qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, et puis ceux qui, au contraire, pensent qu'il faut la déconstruire parce que c'est une pensée qui est une pensée occidentale, blanche, et qu'elle a servi de paravent à des injustices, notamment la colonisation, etc. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose entre les deux, qu'on a besoin d'être interrogé en permanence parce que, justement, si on est des partisans de la raison, du progrès, de l'universalisme, la réalité, c'est qu'on a besoin d'être en permanence ramené à ce que nous sommes, à ce que nous réalisons, à ce que nous faisons, à ce qu'est notre réalité. Et le malheur, en fait, des républicains, c'est que très souvent, le discours est un discours d'autorité, mais il n'a pas trouvé de concrétisation dans un certain nombre de lieux dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se lèvent contre le discours républicain. Et quand on répète à longueur de journée « je suis républicain, je suis européen, je suis féministe, je suis ceci, je suis cela », etc., il y a un moment où ça ne prend plus, parce que ce sont des mots valises, mais qui ne recouvrent aucune réalité. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je trouve qu'il y a des prisons, et c'est ce que disait tout à l'heure Pierre-Yves Bocquet, il ne faut pas se laisser enfermer non plus dans une prison sémantique
identiques, contre les woke, contre les intersectionnels, contre toutes celles et ceux qu'on a, les indigénistes, les décoloniaux, parce que c'est des mots qui ont finalement permis de stigmatiser une partie de la pensée intellectuelle aujourd'hui et qui conduit à une forme de macartisme et qui interdit de s'interroger. Il faut parfois penser contre soi-même. Et moi, je trouve que même si je ne partage pas les débouchés politiques ou je ne partage pas la vision qu'il développe et justement le bébé qu'on jette avec l'eau du bain, en même temps, je considère qu'aujourd'hui, il y a dans toutes ces pensées-là un regard que nous devons saisir, que nous devons comprendre, parce que s'il a une portée, c'est aussi parce qu'il recouvre quelques réalités. Et donc, à partir de là, chercher à avancer, à progresser, et rester évidemment adepte de la raison, du progrès et de l'universalisme. Alors, face à la lecture critique de Stéphanie Rosa. J'ai deux choses à dire. D'abord, ça dépend ce qu'on appelle la droite. Il y a une droite conservatrice qui est hostile à l'héritage des Lumières et à la Révolution depuis le XVIIIe siècle. Cela dit, ce serait malhonnête de nier qu'il y a toute une partie de la droite qui, au XVIIIe, XIXe siècle, était monarchiste, catholique, etc. Cette droite, en partie, a accepté. Elle a accepté la République, elle a accepté la laïcité, et je crois qu'il ne faut pas tomber dans des caricatures. Il y a toute une partie de la droite aujourd'hui qui est républicaine, et ce serait vraiment malhonnête de dire que... Je n'ai pas dit qu'elle n'était plus républicaine, je dis qu'il y a il y a toute une partie de la droite qui n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec le rationalisme et avec la laïcité, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas... ça dépend justement. On prend Estrosi n'a pas de problème avec les catholiques, il en a plus avec les musulmans. Je pense que pour Wauquiez, c'est la même chose. Oui. Et donc, on a une laïcité à géométrie variable, ce qui nous distingue, parce que nous, on a une laïcité qui ne se départit jamais de son authenticité. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, dans une partie de la gauche, il y a le travers inverse, qui est qu'on ne veut pas, et moi je trouve que c'est un problème mortel pour l'unité des classes populaires, mortel pour le progrès, mortel pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, pour la lutte contre l'antisémitisme, c'est quand on ne veut pas voir, et à gauche il y a toute une partie des gens qui ne veulent pas voir, le problème de l'islamisme, qui ne le dénonce pas, qui n'en parle pas, qui ne dénonce pas un adversaire qui est qui est équivalent à l'extrême droite blanche et française. On a une extrême droite religieuse aujourd'hui, une extrême droite islamiste, dont on n'entend pas parler dans toute une partie de la gauche. La gauche ne veut pas affronter cette question-là, alors que cette extrême droite musulmane, elle divise les classes populaires de manière au moins aussi certaine que l'extrême droite française. Et si on veut réunir le peuple pour la lutte, pour défendre ses droits, pour défendre le progrès, pour l'universalité des droits, mais il faut justement tenir les deux bouts du bâton et dénoncer les extrêmes droites sans exclusive, sans cette espèce de gêne, peut-être même de paternalisme, qui nous empêche de dénoncer l'intégrisme quand il est dans une certaine catégorie de la population. Pour moi, il y a toute une partie, il y a la majorité des musulmans de notre pays qui ne sont pas des islamistes, qui ne sont pas des intégristes, qui attendent de nous aussi qu'on dénonce cet intégrisme parce qu'ils en sont les premières victimes. Et moi, je pense que c'est très grave, et c'est au moins aussi grave que l'extrême droite française, parce que si la gauche ne le fait pas, elle ne fera pas l'unité des classes populaires, et nous allons perdre aussi cette partie des musulmans de notre pays qui a besoin de laïcité, qui a besoin d'universalisme et de rationalisme. Alors, je ne sais pas, c'est certainement pas à nous que vous faites référence, parce que pour le coup, on a toujours été de ce côté-là, et nous n'avons jamais versé dans le déni, ni même, on a toujours condamné l'islamisme radical, on a toujours fait en sorte, y compris sur la question laïque, de ne pas se trouver dans les mauvais combats, et quand d'autres ont manifesté avec le CCIF, nous avions refusé de le faire, nous étions les seuls, et donc nous n'avons jamais fermé les yeux. Mais pour moi, il y a aussi une forme d'obsession qui bloque aujourd'hui le débat et qui nous interdit de regarder aussi quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des gens qui basculent dans l'islamisme, et que ça n'est pas complètement le fait du hasard, et qu'il y a aussi un repli identitaire qui est aussi lié à un rejet identitaire, et donc qu'on a besoin aussi de traiter cette question-là. Et si on ne la traite pas, la réalité, c'est qu'on n'y arrivera pas. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne dis pas, je ne cherche pas à être dans... je pense qu'on est assez d'accord sur un certain nombre de choses, mais faut-il qu'on traite les problèmes aussi à leurs racines, et c'est là où je disais que la droite, en réalité, a utilisé notamment la question de la laïcité comme une façon d'aller marcher contre l'islam exclusivement et de ne pas le faire contre la religion catholique ou contre d'autres religions, parce que ce n'était pas le sujet pour eux. Alors, il y a deux choses. Je voudrais juste dire deux petites choses assez rapidement. La première chose, c'est que la droite a ramassé des choses qu'on avait laissé tomber par terre.
C'est-à-dire qu'à l'origine, le combat laïque, le combat anticlérical, c'est un combat socialiste, socialiste au sens large. Et c'est aussi parce qu'on ne défend plus de façon suffisamment unitaire et ferme ces principes que la droite peut les récupérer. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, là-dessus on est complètement d'accord, le combat laïque, il n'a de sens que lié au combat social. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, je suis tout à fait évidemment d'accord là-dessus, s'il n'y a pas de combat contre les inégalités, s'il n'y a pas de combat contre les discriminations, la laïcité, elle convaincra personne. Mais j'ai envie de dire que même sur cette question des discriminations, dans une partie de la gauche aujourd'hui, moi je constate un paradoxal désintérêt des terrains sur lesquels les discriminations sont les plus importantes et brûlantes, c'est-à-dire, enfin, pour moi, l'accès au logement, l'accès au travail. C'est le cœur de l'égalité qu'il faut revendiquer, et qu'on finalement se détourne sur des questions qui sont des questions symboliques ou des questions un peu marginales, qui sont aussi, à mon sens, le signe que la gauche, elle détourne relativement les yeux des préoccupations des classes populaires, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, et elle se décale sur des thématiques qui sont moins au cœur des préoccupations des classes populaires. Donc le combat social, c'est aussi ça. Juste un mot quand même pour dire que, parce que ça me brûle les lèvres, c'est vrai que, bon, tout ça, je partage tout ce que vous venez de dire, mais l'une des raisons aussi pour lesquelles, en fait, il y a des gens qui, notamment, qui sont issus de l'immigration, mais qui sont français, qui sont nés français, et qui se regardent dans le miroir et qui ils ont le sentiment que le miroir ne leur renvoie pas l'idée qu'ils sont français. Et quand on leur parle du nationalisme et qu'ils disent « mais vous êtes sympathique, mais enfin, aujourd'hui, le président français prend l'ayatollah Khamenei au téléphone pendant 1 heure, il y a un communiqué qui sort au Quai d'Orsay derrière, il n'y a pas un mot sur les femmes qui sont aujourd'hui martyrisées, qui sont violées, emprisonnées, pendues, etc., avec leurs compagnons, et vous venez nous parler du nationalisme. Les talibans ont repris le pouvoir sur Kaboul, les jeunes femmes ne vont plus à l'école, etc. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Quand elles arrivent en France, vous les refoulez. Enfin, il y a quelque chose qui, évidemment, donne le sentiment. Et en revanche, quand vous avez un problème de pétrole, alors là, vous êtes les premiers à aller en Arabie Saoudite. Vous avez un problème pour une équipe de football, c'est le Qatar qui finance. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre la logique dans laquelle vous êtes? Et de ce point de vue, l'universalisme n'est pas très bien défendu, y compris par le gouvernement français d'aujourd'hui, qui se dit pourtant progressiste, et qui, s'il devait se définir, dirait certainement qu'il est partisan des Lumières, qu'il en est le continuateur. Donc c'est ce continuum-là qu'il faut traiter, parce que tant que nous ne sommes pas cohérents, eh bien, il y a un problème, c'est qu'à un moment, les gens se disent ce discours-là, en fait, c'est un discours qui est effectivement un discours de dominant, qui est un discours qui sert uniquement, dans certaines hypothèses, pour pouvoir installer en fait une domination, y compris culturelle, mais il n'a pas de réalité universelle. Alors, ouais, il y a une chose, enfin, je suis d'accord, tout à fait, et ça renvoie à une chose que je voulais dire au début, c'est que l'héritage des Lumières, il est en quelque sorte double dans la modernité depuis le 19e et le 20e siècle. Il y a la tradition libérale qui est issue des Lumières, et il y a la tradition socialiste, au sens large. Et cette tradition libérale, c'est aussi celle qui a été compromise avec le colonialisme, qui effectivement aujourd'hui défend l'universalisme en façade, mais dans les relations internationales n'a pas du tout une attitude conforme à ces principes. Mais moi je pense qu'il faut opposer à cet universalisme de façade et libéral l'universalisme socialiste, l'antiracisme socialiste. Il y a un livre qui est un excellent livre qui s'appelle L'antiracisme trahi de Florian Gulli, qui est sorti au début de l'année, où justement il défend cette idée-là, l'antiracisme socialiste, en l'ancrant aussi dans l'histoire des luttes antiracistes, en parlant notamment des socialistes, des Noirs présents dans les luttes pour les droits civiques et contre les discriminations aux États-Unis dans les années 60, qui se sont opposés aux tentatives séparatistes, aux tentations de construire un antiracisme qui exclurait les Blancs du combat, etc., avec l'idée effectivement que pour réunir les opprimés, il faut effectivement les unir à la fois sur les questions de discrimination, mais aussi en fait, de façon même prioritaire sur les questions d'intérêt général qui concernent tous les opprimés, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un emploi digne. Et en fait, c'est comme ça qu'on fera l'unité des opprimés, en réalité. Merci Stéphanie Rosa, merci. Olivier. On vous aurait écouté encore pendant des heures, mais on va continuer dans les couloirs. Dure ce qu'elle dure, mais je veux dire, ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vont lire
La gauche contre les Lumières, s'il ne l'avait pas déjà fait comme Olivier Faure il y a déjà 2 ans au moment de la sortie du livre. Merci beaucoup pour la richesse de ce débat contradictoire et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.